Le 3 août 881, dans les plaines du Vimeux en Picardie, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un roi de 18 ans à peine a écrasé l'armée viking la plus redoutable que la France ait jamais connue. 8000 guerriers scandinaves sont tombés ce jour-là. Pour comprendre pourquoi cette bataille est restée gravée dans l'histoire médiévale au point d'inspirer l'un des premiers poèmes en langue germanique, il faut remonter quelques années en arrière et saisir l'ampleur du cauchemar que vivaient les Francs depuis près d'un siècle. Depuis les années 790, les Vikings semaient la mort partout en Europe. Ces guerriers venus du Nord n'attaquaient pas au hasard. Ils avaient une stratégie redoutablement efficace. Leurs dracars remontaient les fleuves français à une vitesse folle, frappaient des monastères et des villages sans défense, pillaient tout ce qui avait de la valeur, puis disparaissaient avant que quiconque puisse réagir. Les Francs appelaient ça des Strandhugs, des raids éclairs côtiers. En 799, la première attaque recensée touchait les côtes d'Aquitaine. Charlemagne avait tout de suite compris le danger. Il fit poster des guetteurs le long des côtes, construire des forts et organiser une flotte de guerre. Pendant quelques années, ça avait marché. En 820, une flotte viking de 13 navires fut repoussée à l'embouchure de la Seine. Mais Charlemagne mourut en 814, et avec lui s'évanouit toute résistance organisée. Ses héritiers se déchirèrent pour le pouvoir. En 843, le traité de Verdun divisa l'immense empire carolingien en 3 royaumes distincts. La Francie occidentale, la Lotharingie et la Germanie se tournèrent le dos. Les Vikings observaient tout ça avec gourmandise. Un royaume affaibli et divisé, c'était une proie parfaite. À partir de 830, les raids se multiplièrent avec une violence inouïe. Les Vikings ne se contentaient plus d'attaques éclairs. Ils pénétraient profondément dans les terres, établissaient des bases permanentes et revenaient année après année piller les mêmes régions. En 841, Rouen fut mise à sac. Les Vikings incendièrent la ville pendant 2 jours, puis remontèrent la Seine pour détruire les monastères de Jumièges et de Saint-Wandrille. Des trésors accumulés pendant des siècles partirent en fumée ou dans les cales des dracars. L'année 845 marqua le sommet de l'humiliation. Ragnar Lodbrok, un chef viking légendaire, remonta la Seine avec 120 navires et arriva jusqu'à Paris. Charles le Chauve, roi de Francie occidentale et petit-fils de Charlemagne, ne put rien faire. Sa capitale était à la merci des Nordiques. Pour les faire partir, il dut payer 7000 livres d'argent, une rançon colossale qui vida les caisses du royaume. Ragnar repartit les cales pleines et le sourire aux lèvres. Ce paiement créa un précédent désastreux. Les Vikings comprirent qu'ils pouvaient extorquer de l'argent aux Francs simplement en menaçant leur ville. Ces tributs s'appelaient les Danegelds, littéralement l'argent des Danois. Charles le Chauve en paya plusieurs autres au cours de son règne. Chaque fois qu'une flotte viking apparaissait à l'horizon, les Francs sortaient leur bourse plutôt que leur épée. Les monastères devinrent les cibles privilégiées de ces raids. Pourquoi ? Parce qu'ils regorgeaient de richesses, calices en or, croix serties de pierres précieuses, manuscrits enluminés, reliquaires ornés d'argent. Les moines accumulaient ces trésors depuis des générations. Pour les Vikings, c'était comme piller une banque sans gardien. L'abbaye de Saint-Riquier, celle de Corbie, Saint-Wandrille, Saint-Denis, toutes furent pillées à plusieurs reprises. La terreur psychologique que ces raids provoquaient était peut-être pire que les destructions matérielles. Les chroniques de l'époque parlent d'une prière désespérée, ajoutée au Notre Père, « A furor Normanorum, libera nos domines » de la fureur des Normands, délivre-nous, Seigneur. Les moines voyaient dans ces envahisseurs païens un châtiment divin pour leurs péchés. Certains monastères transférèrent leurs reliques vers des lieux plus sûrs à l'intérieur des terres. Des régions entières se vidèrent de leur population. En 851, le chef viking Hasting dévasta Beauvais et Rouen, puis répandit ses troupes dans toutes les campagnes environnantes. En 852, une flotte de 250 navires dirigée par Sidroc remonta la Seine. Charles le Chauve tenta de les combattre mais échoua lamentablement. Il dut encore payer pour qu'ils s'en aillent. Sidroc prit l'argent puis alla immédiatement ravager la Loire. Les Vikings ne se contentaient pas de piller.
Ils capturaient des prisonniers qu'ils revendaient comme esclaves ou qu'ils rançonnaient s'ils appartenaient à des familles riches. Ils incendiaient systématiquement tout ce qu'ils ne pouvaient emporter. Leur violence était calculée pour terroriser les populations et décourager toute résistance. Entre 860 et 880, la situation empira encore. Les Vikings commencèrent à hiverner en Francie au lieu de retourner en Scandinavie. Ils établirent des camps fortifiés sur des îles fluviales comme Noirmoutier à l'embouchure de la Loire. De ces bases, ils lançaient des raids dans toutes les directions. Certains groupes vikings se mirent même à cultiver les terres conquises, s'installant définitivement. À la fin de l'année 880, après la défaite de Timéon près de Charleroi, où Louis le Jeune de Francie orientale les avait battus, les Vikings décidèrent de reprendre leurs raids en Francie occidentale avec une rage décuplée. En novembre 880, ils étaient à Courtrai. En décembre, Cambrai et Arras brûlèrent. Au début de 881, ce fut le tour d'Amiens et de Corbie. Ces deux villes furent complètement saccagées. Les chroniqueurs racontent l'horreur de ces destructions. À Corbie, l'abbaye millénaire fut pillée de fond en comble. Les Vikings emportèrent tout ce qui brillait et brûlèrent le reste. Les manuscrits précieux, copies uniques d'œuvres antiques, partirent en fumée. À Amiens, la cathédrale fut profanée. Les habitants qui n'avaient pas fui furent tués ou emmenés en esclavage. C'était dans ce contexte de désastre que Louis III monta sur le trône en 879. Louis le IIIe n'était pas censé régner seul. Son père, Louis II le Bègue, mourut en 879 après seulement 1 an et demi de règne. Il laissait derrière lui 2 fils d'un premier mariage qu'il avait dû répudier, Louis III et Carloman II. Un troisième fils, Charles, naîtrait posthume quelques semaines plus tard. Le problème, c'est qu'une partie de l'aristocratie franque refusait de reconnaître Louis III et Carloman comme héritiers légitimes, puisque leur mère Ansgarde avait été répudiée. L'abbé Goselin de Saint-Denis et le comte Conrad voulaient donner la couronne à Louis le Jeune, roi de Francie orientale. Une guerre de succession menaçait d'éclater. Heureusement pour les 2 frères, Boson de Provence et Bernard d'Auvergne les soutinrent. Le 4 septembre 879, Louis et Carloman furent couronnés en toute hâte dans l'abbaye de Ferrières en Gâtinais. Pour éviter une guerre civile, il fallut négocier avec Louis le Jeune. En mars 880, au traité de Ribemont, les 2 frères lui cédèrent la Lotharingie occidentale qu'il réclamait. C'était une concession énorme, mais elle leur permit de régner. En mars 880, Louis III et Carloman II se partagèrent le royaume. Louis obtint la Neustrie et la Francie, tandis que Carloman reçut la Bourgogne occidentale, l'Aquitaine et la Septimanie. Chacun avait son territoire, mais ils devaient faire face ensemble à une menace bien plus grave que leur querelle de famille, les Vikings. Louis le IIIe n'avait que 17 ans quand il devint roi. Carloman en avait 13. Beaucoup pensaient que ces gamins ne tiendraient pas face aux guerriers aguerris du Nord. Ils avaient tort. Le 30 novembre 879, quelques mois seulement après leur couronnement, les 2 frères affrontèrent une armée viking qui avait remonté la Vienne. Contre toute attente, ils remportèrent une victoire écrasante. C'était la première fois depuis des décennies qu'une armée franque battait les Vikings en bataille rangée. Le moral remonta dans tout le royaume. Ces jeunes rois avaient peut-être ce qu'il fallait. Mais ce n'était qu'un début. Louis III savait que les Vikings reviendraient en force. Et il avait raison. Après leur défaite de Timéon en 880 face à Louis le Jeune, les guerriers scandinaves se retournèrent vers la Francie occidentale. Ils étaient furieux, humiliés et bien décidés à se venger sur quelqu'un. Au printemps 881, des messagers arrivèrent à la cour de Louis III avec des nouvelles alarmantes. Une immense flotte viking remontait la Seine. Ce n'était pas une bande de pillards ordinaires. C'était une véritable armée de conquête. Les estimations parlaient de plusieurs milliers de guerriers, peut-être 9000 ou 10 000 hommes, selon certaines sources. Ils avaient déjà mis Amiens à sac. La ville avait été complètement dévastée. Les Vikings n'avaient laissé que des ruines fumantes derrière eux. Puis ils s'étaient dirigés vers Corbie, où se trouvait l'une des plus prestigieuses abbayes de Francie. Là encore, ils avaient tout pillé et tout brûlé. Ces attaques avaient un but précis. Les Vikings ne remontaient pas la Seine au hasard.
Ils cherchaient les endroits les plus riches, ceux où le butin serait le plus abondant. Après Corbie, leur prochaine cible était évidente. Beauvais. De là, ils pourraient continuer vers Paris ou descendre ravager toute la vallée de la Seine. Louis III comprit qu'il fallait agir vite. S'il laissait les Vikings continuer leur progression, tout le nord de son royaume serait détruit. Cette fois, il n'était pas question de payer un Danegeld. Il fallait les arrêter par la force. Le jeune roi rassembla son armée à une vitesse remarquable. Il convoqua tous les grands seigneurs de Neustrie et de Francie, tous ceux qui lui devaient le service militaire. Les comtes, les évêques, les abbés qui commandèrent des troupes, tous reçurent l'ordre de se présenter avec leurs hommes. Louis III n'était peut-être qu'un gamin de 18 ans, mais il avait l'autorité d'un roi et la détermination d'un guerrier. L'armée franque se rassembla quelque part entre Paris et Amiens. Les chroniques ne donnent pas de chiffres précis, mais certaines sources parlent de 10 000 hommes. C'était une force considérable pour l'époque. Louise avait réussi à mobiliser presque toute la noblesse de son royaume. Les Vikings, eux, n'étaient pas au courant de cette mobilisation. Après avoir pillé Corbie, ils se dirigeaient vers leurs navires amarrés à Lavier, sur la côte. Ils avaient les cales pleines de butin et pensaient pouvoir regagner leur base tranquillement. Ils ne s'attendaient pas à tomber sur une armée franque organisée. Louis III avait un plan. Il savait que les Vikings, chargés de leur butin, seraient vulnérables pendant leur retraite vers la côte. Il connaissait aussi le terrain. Entre Amiens et Abbeville, il y avait une vallée étroite près du hameau de Saucourt, sur le territoire de l'actuelle commune de Nibas. C'était l'endroit parfait pour tendre une embuscade. Le jeune roi déplaça son armée à marche forcée. Il voulait arriver avant les Vikings et leur bloquer le passage. Ses éclaireurs suivaient la progression de l'ennemi et lui rapportaient leur position. Louis avait l'avantage de la connaissance du terrain et de l'effet de surprise. Le 2 août 1881, l'armée franque arriva à Saucourt. Louis disposa ses troupes dans la vallée, bloquant efficacement la route vers Lavier. Ces rabatteurs, probablement des paysans locaux qui connaissaient la région comme leur poche, avaient pour mission de pousser les Vikings vers ce goulot d'étranglement. Le 3 août au matin, les Vikings se rendirent compte du piège. Ils se trouvaient dans une vallée étroite avec une armée franque qui leur barrait la route vers la mer et leurs navires. Ils étaient pris au piège. L'aube du 3 août 881 se leva sur les plaines du Vimeux. La chaleur de l'été rendait l'air lourd et poussiéreux. Les Vikings comprirent qu'ils n'avaient pas le choix. Ils devaient se battre pour rejoindre leurs navires. Abandonner leur butin n'était pas une option. C'était pour ça qu'ils étaient venus. Mais surtout, reculer face aux Francs aurait été un déshonneur insupportable pour ces guerriers fiers de leur réputation. Le chef viking Guaramond, c'est le nom que lui donnent les chroniques franques, ordonna à ses hommes de se préparer au combat. Environ 9000 guerriers se déployèrent pour la bataille. C'était une force impressionnante, mais ils avaient un problème majeur. Ils étaient loin de leurs navires et coincés dans une vallée où leur supériorité numérique ne servirait à rien. Louis III, lui, avait soigneusement choisi son terrain. La vallée de Saucourt ne permettait pas aux Vikings de manœuvrer librement. Ils ne pouvaient pas utiliser leur tactique habituelle qui consistait à frapper vite, créer le chaos, puis se disperser. Ici, ils étaient forcés de livrer une bataille rangée, le type d'affrontement où les Francs excellaient. Les Carolingiens avaient hérité de la tradition militaire romaine. Leurs armées étaient disciplinées, organisées en formations serrées et commandées par des nobles qui avaient été entraînés au combat depuis l'enfance. Leur cavalerie lourde était particulièrement redoutable. Ces cavaliers portaient des broignes, des cottes de mailles qui protégeaient tout le torse, et maniaient de longues épées de qualité exceptionnelle forgées dans les ateliers francs. Les Vikings, malgré leur réputation féroce, n'étaient pas vraiment équipés pour ce genre de bataille. Leur force résidait dans la rapidité, la surprise et la brutalité de leurs raids éclairs. En bataille rangée, leurs armes, haches, épées lourdes, lances, n'étaient pas supérieures à celles des Francs. Et leur organisation militaire, basée sur des bandes de guerriers relativement indépendantes plutôt que sur une hiérarchie militaire stricte, devenait un handicap face à la discipline carolingienne. Le combat commença vers le milieu de la matinée. Louis III ordonna à sa cavalerie d'attaquer en premier. Les cavaliers francs chargèrent dans un fracas de tonnerre. Les chevaux de guerre, entraînés au combat,
foncèrent sur les lignes vikings avec une violence inouïe. Les lances transpercèrent les boucliers, les épées fendirent les crânes, les sabots piétinèrent les corps tombés au sol. Les Vikings tinrent bon dans un premier temps. Ce n'était pas des lâches. Ils formèrent le mur de boucliers, cette formation défensive où chaque guerrier plaçait son bouclier contre celui de son voisin pour créer un rempart mobile. Les haches scandinaves firent des ravages parmi les premiers cavaliers francs qui s'approchèrent trop près. Mais Louis III avait prévu ça. Il fit intervenir vague après vague de cavalerie. Chaque charge brisait un peu plus la cohésion viking. Les guerriers du Nord commençaient à fatiguer sous les assauts répétés. Leurs boucliers se fendaient, leurs bras s'alourdissaient. Et surtout, ils n'avaient nulle part où se replier. Les chroniques racontent que les Vikings tentèrent une contre-attaque audacieuse. Comprenant qu'ils ne pourraient pas tenir indéfiniment en défensive, ils abandonnèrent leur butin et feignirent de fuir vers l'Avier. C'était une tactique classique, faire croire à l'ennemi qu'on bat en retraite, puis faire volte-face quand il se lance à votre poursuite en ordre dispersé. La ruse fonctionna en partie. Plusieurs seigneurs francs, voyant les Vikings fuir, se lancèrent à leur poursuite avec leurs troupes. Soudain, les guerriers scandinaves se retournèrent et contre-attaquèrent férocement. Les Francs, désorganisés par leur poursuite, furent pris par surprise. Les annales de Saint-Vaast parlent d'une centaine de morts francs à ce moment précis de la bataille. Plusieurs seigneurs paniquèrent et commencèrent à se replier vers leurs terres. C'était le genre de moment qui pouvait transformer une victoire en déroute. Une armée médiévale était fragile psychologiquement. Si les nobles prenaient peur et s'enfuyaient, leurs troupes les suivraient, et ce serait la débandade générale. Mais Louis III ne paniqua pas. À 18 ans, ce gamin prouvait qu'il avait les nerfs d'acier d'un chef de guerre expérimenté. Il rassembla ses hommes, leur cria de tenir leur position et relança personnellement une charge contre les Vikings. Son courage galvanisa ses troupes. Les seigneurs qui commençaient à fuir firent demi-tour. L'armée franque se ressaisit. C'est là que la bataille bascula définitivement. Les Vikings avaient joué leur dernière carte avec cette contre-attaque. Ils avaient infligé des pertes aux Francs, certes, mais pas assez pour briser leur armée. Et maintenant, épuisés par cet effort, ils n'avaient de plus la force de résister. Louis ordonna l'assaut général. Toute son armée se jeta sur les Vikings. La cavalerie chargea encore et encore. L'infanterie franque avança avec ses longues lances et ses épées. Les archers criblèrent de flèches les guerriers scandinaves déjà affaiblis. Le carnage qui suivit fut épouvantable. Les Vikings, coincés dans la vallée sans possibilité de retraite, furent massacrés méthodiquement. Certains tentèrent de s'échapper en courant vers la campagne environnante, mais les paysans locaux, après des années de terreur viking, se jetèrent sur eux avec leurs fourches et leurs faux. La rage accumulée pendant des décennies explosa ce jour-là. Guaramond, le chef viking, mourut au combat. Son corps fut retrouvé au milieu de dizaines de cadavres de ses guerriers les plus fidèles qu'il avait protégés jusqu'au bout. Autour de lui gisaient des centaines, des milliers de corps. Le sol était rouge de sang. L'odeur de la mort flottait dans l'air chaud d'août. Quand le soleil commença à décliner, la bataille était terminée. Les chroniques parlent de 8000 à 9000 Vikings tués. C'est un chiffre énorme, peut-être exagéré par les chroniqueurs francs pour magnifier la victoire. Mais même en divisant ce nombre par deux, ça reste un massacre d'une ampleur rarissime pour l'époque médiévale. Les pertes franques furent aussi considérables. Les annales de Saint-Vaast mentionnent au moins une centaine de morts, probablement beaucoup plus. Mais comparé aux Vikings, c'était négligeable. Louis III avait gagné une victoire écrasante. Les jours qui suivirent la bataille furent étranges. Les survivants vikings, quelques centaines peut-être, réussirent à rejoindre leurs navires à l'Avier et prirent la mer précipitamment. Ils abandonnèrent tout leur butin, tous leurs prisonniers, tout ce pourquoi ils étaient venus. Le champ de bataille resta jonché de cadavres pendant des semaines. Les corbeaux et les loups se repaissèrent des corps en décomposition sous le soleil d'été. Louis III ordonna que les morts francs soient enterrés chrétiennement dans les églises environnantes. Pour les Vikings, ce fut différent. Leurs corps furent entassés dans de grandes fosses communes. Personne ne se souciait de leur donner une sépulture digne. C'étaient des païens, des ennemis de Dieu, des pillards qui avaient terrorisé la Francie pendant des décennies.
Leur mort était une délivrance. La nouvelle de la victoire se répandit comme une traînée de poudre dans tout le royaume. C'était la première fois depuis des générations que les Francs écrasaient une armée viking aussi importante. Partout, dans les monastères, dans les châteaux, dans les villages, on chantait les louanges du jeune roi Louis III. Un moine anonyme de l'entourage royal, peut-être attaché à l'abbaye de Saint-Amand, composa un poème en l'honneur de cette victoire. C'était le Ludwigslied, la chanson de Louis, écrit en vieux haut-allemand. Ce texte de 59 vers est aujourd'hui considéré comme l'un des plus anciens témoignages de la langue germanique. Le poème est fascinant. Il ne décrit pas la bataille en détail. Au contraire, il présente la victoire comme une intervention divine. Dieu aurait envoyé les Vikings pour punir les Francs de leurs péchés, mais il aurait choisi Louis III comme instrument pour délivrer son peuple. Le jeune roi prie avant et après la bataille. Il est dépeint comme un champion de la chrétienté face aux païens scandinaves. « Je connais un roi nommé Louis qui sert Dieu volontiers », commence le poème. Jeune encore, il perdit son père. Mais Dieu prit soin de lui et lui donna la force de vaincre ses ennemis. Le Ludwigslied ne cache pas que les Vikings ont été envoyés par Dieu lui-même pour éprouver la foi des Francs. Mais Louis, grâce à sa piété, a triomphé de cette épreuve. Ce poème fut copié sur les derniers feuillets d'un manuscrit conservé à l'abbaye de Saint-Amand, juste après la séquence de Sainte-Eulalie. Il faillit être perdu à jamais. En 1672, Dom Mabillon le découvrit par hasard et en fit une copie imparfaite. Le manuscrit original disparut ensuite pendant plus d'un siècle. Ce n'est qu'en 1837 qu'August Heinrich Hoffmann von Fallersleben le retrouva à la bibliothèque municipale de Valenciennes, où il est encore conservé aujourd'hui. La bataille de Saucourt inspira aussi bien plus tard une chanson de geste, Gormont et Isambard, qui transforme l'événement historique en légende épique. Dans cette version romancée, le chef viking devient le roi Gormont, un géant surhumain, et la bataille prend des proportions homériques. C'est la preuve que Saucourt était devenu un mythe fondateur de la résistance franque. Louis III ne profita pas longtemps de sa gloire. Militairement, sa victoire eut peu d'impact à long terme. Les Vikings continuèrent leur raid les années suivantes. En 882, ils mirent à sac le Hainaut, les environs de Laon et de Reims. En 883, Saint-Quentin et Amiens furent à nouveau dévastés. Les incursions vikings ne cesseraient vraiment qu'en 911, avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte, qui donna naissance au duché de Normandie. Mais pour les Francs, qui vivaient en 881, Saucourt fut un moment de fierté immense dans un océan d'humiliation. Pour une fois, ils avaient gagné. Pour une fois, ce n'étaient pas eux qui fuyaient ou payaient. Pour une fois, les envahisseurs avaient mordu la poussière. Louis III aurait pu devenir l'un des plus grands rois carolingiens. Sa victoire prouvait qu'il avait le courage, l'intelligence tactique et le charisme nécessaire pour redresser le royaume. À 18 ans, il avait déjà accompli ce que son grand-père Charles le Chauve n'avait jamais réussi, vaincre les Vikings en bataille rangée. Mais le destin en décida autrement. Le 5 août 882, exactement 1 an et 2 jours après son triomphe de Saucourt, Louis III mourut de la manière la plus stupide qu'un roi puisse imaginer. Il poursuivait à cheval la fille d'un certain Germont. Les chroniques ne disent pas exactement ce qui s'était passé entre le roi et cette jeune femme. Peut-être avait-il essayé de la séduire et elle avait refusé. Peut-être était-ce un jeu de séduction qui avait mal tourné. En tout cas, elle s'enfuit et courut se réfugier dans la maison de son père. Louis, complètement aveuglé par son désir ou son orgueil, la poursuivit au galop sans descendre de cheval. Il voulut entrer dans la maison à cheval. La porte était basse, comme l'étaient toutes les portes des maisons paysannes médiévales. Louis ne se baissa pas assez. Ou peut-être ne se rendit-il pas compte qu'il était encore sur son cheval. Il percuta le linteau de la porte de plein fouet. Le choc fut terrible. Ses épaules et sa poitrine furent écrasées par l'impact. Le poids de son corps projeté en arrière brisa probablement plusieurs côtes qui transpercèrent ses poumons. Son crâne se fracassa contre la pierre. Il tomba de son cheval, inconscient et grièvement blessé. Ses hommes le transportèrent d'urgence à l'abbaye de Saint-Denis, espérant que les reliques des saints le guériraient. Mais les blessures étaient trop graves. 2 jours plus tard, Louis III mourut. Il avait 18 ans, peut-être 19.
Il n'avait pas d'épouse, pas d'héritier, et laissait derrière lui un royaume encore fragile. La légende raconte que la famille Germont adopta le cheval qui avait causé la mort du roi. Ils le choyèrent jusqu'à sa mort, le considérant comme un héros qui avait sauvé l'honneur de leur fille. Vraie ou fausse, cette histoire montre bien l'absurdité de la situation. Le vainqueur de secours, le héros qui avait écrasé 8000 Vikings, le jeune roi promis à un grand destin, était mort en poursuivant une fille. Les chroniqueurs médiévaux ne savaient pas trop comment raconter cette mort. Certains essayèrent d'inventer des versions plus glorieuses. Les moines de l'abbaye de Saint-Riquier suggérèrent qu'il était peut-être mort au combat contre les Normands. Mais la majorité des sources historiques confirment la version accidentelle, aussi ridicule soit-elle. Cette mort fut comparée plus tard à celle de Charles VIII, qui, en 1498, se tua en se cognant la tête contre un linteau de porte au château d'Amboise. Décidément, les portes trop basses étaient dangereuses pour les rois de France. Carloman II, le frère de Louis, devint seul roi de Francie occidentale. Mais lui aussi mourut jeune, en 884, à l'âge de 17 ou 18 ans. Il reçut une flèche dans la poitrine lors d'une chasse au sanglier. L'aristocratie franque refusa de donner le trône à Charles le Simple, le demi-frère posthume de Louis et Carloman, sous prétexte qu'il n'avait que 5 ans. Ils choisirent Charles le Gros, un descendant de Louis le Germanique, qui réunifia brièvement l'Empire carolingien avant d'être déposé en 887. En moins de 7 ans, 7 souverains carolingiens moururent. Louis le Germanique, ses 2 fils Louis et Carloman, Charles le Chauve, Louis le Bègue, et enfin Louis et Carloman. C'était une hécatombe qui plongea toute la dynastie dans une crise profonde dont elle ne se remettrait jamais vraiment. La bataille de Secours-en-Vimeux fut enseignée dans les manuels scolaires français pendant tout le XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Au même titre que Gergovie ou Marignan, elle faisait partie de ces moments fondateurs de l'histoire de France. Les écoliers de la Troisième République apprenaient que leurs ancêtres avaient courageusement repoussé les envahisseurs du Nord. Puis, après 1918, la bataille disparut progressivement des programmes. Peut-être parce qu'on voulait insister sur des périodes plus récentes. Peut-être aussi parce que glorifier une victoire contre des envahisseurs germanophones devenait gênant dans le contexte franco-allemand d'après-guerre. En tout cas, Secours tomba dans l'oubli. Aujourd'hui, presque personne ne connaît cette bataille. Le hameau de Secours, sur le territoire de la commune de Nibas dans la Somme, est un lieu paisible de quelques maisons entourées de champs cultivés. Rien n'indique que 8000 hommes sont morts là, il y a plus de 11 siècles. Aucune fouille archéologique n'a jamais été réalisée. Pourtant, les sols recèlent probablement des vestiges de l'affrontement. Lames d'épée, pointes de flèches, ossements humains, équipements militaires. Quelques passionnés tentent de raviver la mémoire de cet événement. Edwige Fontaine et Aurore Geltz, cette dernière étant professeure d'histoire-géographie et autrice d'un mémoire de recherche sur Secours, organisent des commémorations. En août 2022, un week-end médiéval attira de nombreux visiteurs à Nibas. Des compagnies de reconstitution historique comme Drujina Hansa et les marchands des mers froides installèrent des camps vikings et francs, montrant au public à quoi ressemblait la vie au IXe siècle. Une plaque commémorative fut inaugurée sur le lieu présumé de la bataille. C'est peu de choses, mais c'est un début. Peut-être qu'un jour, des archéologues obtiendront l'autorisation de fouiller les champs de Secours. Peut-être découvriront-ils les traces matérielles de ce jour où un roi de 18 ans changea le cours de l'histoire. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Secours fut un tournant psychologique majeur. Certes, les Vikings continuèrent leur raid après 881. Certes, ils finirent par s'installer en Normandie. Mais jamais plus ils n'eurent l'audace de remonter aussi profondément dans le royaume franc avec une armée aussi massive. Leur invincibilité avait été brisée. Les Francs avaient prouvé qu'ils pouvaient gagner. Louis III aurait dû avoir une longue vie pour exploiter cette victoire. Il aurait pu consolider son pouvoir, organiser la défense du royaume, repousser définitivement les Vikings vers la mer. À 18 ans, il avait déjà montré des qualités de chef exceptionnelles. Mais la mort absurde qui le faucha un an après son triomphe transforma son règne en tragédie shakespearienne. 11 siècles après, qu'est-ce que Secours nous apprend? Plusieurs choses, en fait.
D'abord, que la jeunesse n'est pas forcément un handicap face à l'adversité. Louis le III avait 18 ans. Ses généraux et ses seigneurs avaient probablement 2 ou 3 fois son âge. Pourtant, c'est lui qui les mena à la victoire. Sa capacité à ne pas paniquer quand plusieurs seigneurs commencèrent à fuir, sa décision de charger personnellement pour rallier ses troupes, son choix stratégique du terrain, tout cela démontre une maturité militaire remarquable. Ensuite, que les Vikings n'étaient pas invincibles. Pendant près d'1 siècle, ils avaient terrorisé l'Europe. Leur réputation les précédait partout. Rien que le mot « viking » suffisait à faire fuir les populations. Mais à Saucourt, ils furent battus à plate couture. Ce n'était pas de la chance. C'était le résultat d'une stratégie intelligente et d'une exécution implacable. La bataille montre aussi l'importance du terrain. Louis III ne chercha pas à affronter les Vikings en rase campagne où leur mobilité leur aurait donné l'avantage. Il les attira dans une vallée étroite où ils ne pouvaient pas manœuvrer. C'est cette intelligence tactique qui fit toute la différence. Enfin, Saucourt illustre la fragilité des destins individuels dans l'histoire. Louis III aurait pu devenir l'un des plus grands rois carolingiens. Sa mort stupide, 1 an après sa plus belle victoire, montre à quel point l'histoire tient parfois à un fil. Un linteau de porte quelques centimètres trop bas, et tout bascule. Les Vikings eux-mêmes tirèrent des leçons de Saucourt. Après 881, ils changèrent de stratégie. Au lieu de lancer de grandes expéditions avec des milliers d'hommes, ils revinrent à des raids plus petits et plus ciblés. Finalement, en 911, leur chef Rollon négocia avec Charles le Simple et obtint les terres qui deviendraient la Normandie. Les Vikings se sédentarisèrent, se convertirent au christianisme et devinrent des Normands. Ironiquement, ces descendants de Vikings devinrent certains des plus fidèles vassaux du royaume de France. En 1066, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et descendant de Rollon, envahit l'Angleterre. Les Normands bâtirent des royaumes en Sicile et en Terre Sainte. Ils devinrent l'une des forces militaires les plus redoutables du Moyen Âge. Mais tout avait commencé par ces raids sanglants du IXe siècle, et Saucourt resta dans la mémoire collective comme le moment où les Francs avaient dit « ça suffit ». Le poème composé après Saucourt mérite qu'on s'y attarde. Le Ludwigslied n'est pas qu'un simple texte de propagande royale. C'est un témoignage fascinant de la manière dont les médiévaux comprenaient la guerre et la politique. Le moine qui l'écrivit présenta la bataille dans un cadre entièrement religieux. Les Vikings n'étaient pas simplement des pillards venus pour le butin. C'étaient des instruments de Dieu envoyés pour punir les Francs de leurs péchés. Cette interprétation peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais elle avait du sens pour les gens du IXe siècle. Dieu envoya les païens d'outre-mer pour châtier le peuple franc, dit le poème, mais il choisit Louis pour le sauver. Toute la bataille devient ainsi un drame cosmique où le bien affronte le mal sous le regard de Dieu. Louis n'est pas présenté comme un brillant stratège, mais comme un champion de la foi chrétienne. Le poème insiste beaucoup sur les prières de Louis avant et après la bataille. Il implora Dieu de lui donner la force de vaincre les ennemis de la chrétienté. Après la victoire, il rendit grâce au Seigneur qui l'avait délivré du péril. Cette piété constante fait de Louis un roi idéal selon les standards médiévaux. Ce qui est remarquable, c'est que le Ludwigslied fut écrit en vieux haut-allemand et non en latin. Le latin était la langue des clercs et de l'Église. Écrire en langue vernaculaire était rare. Ça suggère que le poème était destiné à être récité publiquement pour toucher un large public, pas seulement les moines lettrés. Le texte devait probablement être chanté ou déclamé lors des fêtes à la cour royale. On imagine facilement la scène. Le soir, dans la grande salle du palais royal, un jongleur ou un moine récite les 59 vers du Ludwigslied devant Louis III et ses barons. Les flambeaux éclairent les visages. Les guerriers qui ont combattu à Saucourt hochent la tête en se souvenant. Le jeune roi savoure sa gloire. Il ne sait pas encore qu'il lui reste moins d'1 an à vivre. Le Ludwigslied montre aussi comment la mémoire historique se construit. La bataille réelle de Saucourt fut probablement chaotique, sanglante, confuse comme toutes les batailles. Il y eut des moments de panique, des erreurs tactiques, des actes de lâcheté autant que de bravoure. Mais dans le poème, tout devient simple et héroïque. Les bons combattent les méchants. Dieu intervient.
le roi courageux triomphe. Cette simplification n'est pas forcément mensongère. Elle répond à un besoin de donner du sens aux événements. Pour les Francs, qui avaient souffert pendant un siècle des raids vikings, Saucourt devait être plus qu'une simple victoire tactique. C'était une revanche symbolique, une preuve que Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Des siècles plus tard, la chanson de gestes Gormont et Isambard transforma encore davantage l'histoire. Guaramonde devint le roi Gormont, un guerrier géant au pouvoir presque surhumain. La bataille prit des proportions épiques avec des milliers de guerriers de chaque côté. Louis III devint un héros parfait, sans peur et sans reproche. Cette évolution de l'histoire vers la légende est normale. Toutes les cultures font ça. Les Grecs transformèrent la guerre de Troie en épopée homérique. Les Allemands créèrent la légende de Siegfried. Les Français ont Roland à Roncevaux. Et ils avaient aussi Louis III à Saucourt, avant d'oublier cette histoire. Le plus triste dans l'histoire de Saucourt, c'est peut-être son oubli. Cette bataille qui fut célébrée pendant des siècles, qui inspira des poèmes et des légendes, qui apparaissait dans les manuels scolaires au XIXe siècle, a aujourd'hui presque complètement disparu de la mémoire collective française. Demandez à n'importe quel Français de citer une bataille du Moyen Âge. Certains mentionneront Bouvines en 1214 ou Azincourt en 1415. Les plus calés citeront peut-être Poitiers en 732 où Charles Martel arrêta les Arabes. Mais Saucourt? Personne. Ce silence est injuste. Saucourt fut objectivement plus importante que beaucoup de batailles qu'on enseigne encore. Elle marqua un tournant dans les invasions vikings. Elle prouva que les Carolingiens pouvaient encore se défendre. Elle donna naissance à l'un des plus anciens textes en langue germanique. Et pourtant, elle est oubliée. Pourquoi? Peut-être parce que Louis III mourut trop jeune pour exploiter sa victoire. Peut-être parce que les Vikings continuèrent leur raid malgré tout. Peut-être parce que la dynastie carolingienne s'effondra quelques années plus tard et que personne ne se souciait plus de préserver la mémoire de ces derniers rois. Ou peut-être simplement parce que l'histoire est cruelle avec les vaincus. La dynastie carolingienne s'éteignit misérablement. Les Capétiens qui la remplacèrent n'avaient aucun intérêt à glorifier les exploits de leurs prédécesseurs. Au contraire, ils construisirent leur légitimité en partie sur les échecs des derniers Carolingiens. Mais l'oubli commence à se dissiper. Des historiens comme Aurore Geltz travaillent à faire connaître cette bataille. Son livre 881, La bataille de Saucourt en Vimeux, entre histoire et légende, publié en 2023, rassemble tout ce qu'on sait sur l'événement. Des passionnés organisent des reconstitutions. Peut-être que dans quelques années, Saucourt retrouvera sa place dans les livres d'histoire. Car cette bataille mérite d'être connue. Pas seulement pour son importance militaire, mais pour ce qu'elle révèle de la société médiévale. Elle montre des hommes confrontés à une menace existentielle, un jeune roi qui refuse d'accepter la fatalité, une victoire arrachée par le courage et l'intelligence tactique. C'est le genre d'histoire qui rappelle que l'histoire n'est pas écrite d'avance, que même dans les périodes les plus sombres, des individus peuvent faire la différence. Le 3 août 881, dans une vallée de Picardie, Louis III et ses guerriers ont dit « non » aux Vikings. Ils ont refusé de payer. Ils ont refusé de fuir. Ils ont choisi de se battre et ils ont gagné. C'est une leçon qui reste valable aujourd'hui, 11 siècles plus tard. La prochaine fois que vous passerez dans la Somme, près d'Abbeville, cherchez le hameau de Saucourt. C'est un endroit tranquille, ordinaire. Mais fermez les yeux et essayez d'imaginer. Imaginez le fracas des armes, les cris des guerriers, le galop des chevaux de guerre. Imaginez 8000 Vikings tombant sous les coups de l'armée franque. Imaginez un roi de 18 ans changeant le cours de l'histoire. Puis rouvrez les yeux. Les champs sont là, paisibles sous le ciel de Picardie. L'histoire continue, indifférente. Mais sous ces terres cultivées dorment peut-être encore les témoins silencieux de ce jour où la France a dit non aux Vikings. Et c'est suffisant pour que cette histoire mérite d'être racontée.